Bonsoir, bienvenue sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Des renforts de policiers et de gendarmes. Une zone de sécurité prioritaire étendue. Une justice renforcée. Le destin de Marseille est une question d'intérêt national, a affirmé le Premier ministre Jean-Marc Ayrault en égrenant ces mesures. Alors cela suffira-t-il à calmer la colère des élus, des policiers, des syndicalistes et surtout des Marseillais qui voient exploser la criminalité dans leur ville? Réponse de la sénatrice Samia Ghali dans un instant. Le mystère reste entier autour des circonstances de la fusillade en Haute-Savoie qui a fait 4 morts au sein d'une famille venue de Grande-Bretagne. En déplacement à Londres, le président Hollande a assuré que tout sera fait pour retrouver les coupables. L'émotion est très grande sur place. Les annonces du patron de la Banque Centrale Européenne dopent les marchés. Mario Draghi était très attendu et il n'a pas déçu en évoquant un programme de rachat sans limite des dettes des pays les plus fragiles. C'est un ballon d'oxygène immédiat pour la zone euro. Et après, cela suffira-t-il à stimuler une croissance désespérément atone? Analyse de Jean-Louis Gombaud et invité politique ce soir, le député européen Yannick Jadot. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie. Entouré d'une quinzaine de ministres, Jean-Marc Ayrault a présenté un plan destiné à enrayer la violence à Marseille, secouée par des règlements de comptes sanglants. C'est une question d'intérêt national, a affirmé le Premier ministre. Les détails de ces mesures avec Mathilde Bélanger. Intérieur, justice ou logement, ils avaient tous rendez-vous à Matignon cet après-midi pour une réunion sans précédent au chevet de Marseille, une question d'intérêt national pour Jean-Marc Ayrault. Le fait que l'État se saisisse de ce dossier ne doit pas être interprété comme une stigmatisation ou une mise sous tutelle. Mais il est temps que l'État intervienne car trop d'inertie ont duré. Premier point, lutter contre la criminalité. Le Premier ministre promet 205 policiers et gendarmes supplémentaires, mais aussi des renforts dans les rangs de la justice. La zone de sûreté prioritaire qui englobe les quartiers nord de la ville sera étendue à certains quartiers du sud. Mais pour le gouvernement, le problème est aussi institutionnel. L'agglomération marseillaise, aujourd'hui divisée en 6, sera réunie en une seule métropole. L'objectif, une politique de la ville plus cohérente, en particulier dans les transports. Une série de mesures éducatives, enfin, scolarisation des enfants de moins de 3 ans et lutte contre l'échec scolaire. Jean-Marc Ayrault se rendra lundi et mardi à Marseille pour rencontrer les élus locaux. Ceux-ci se sont dit plutôt satisfaits des mesures annoncées. Et la droite n'a pas tardé à réagir au plan du gouvernement pour la ville de Marseille. On va écouter tout de suite la réaction de Jean-François Copé. Dossier très grave de la sécurité à Marseille. Le gouvernement socialiste fait fi de son idéologie pour aller au moins accepter la réalité du terrain, qui est celle qui commande des moyens supplémentaires et puis une action très déterminée, notamment contre les questions de récidive. J'attends maintenant une dernière chose, c'est les actes. Autre réaction, celle du sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui s'est dit, je cite, assez content des mesures annoncées par le gouvernement. Dans l'actualité, certains l'appellent déjà Super Mario. Le patron de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, est passé à la vitesse supérieure en annonçant un programme de rachat sans limite de la dette des pays les plus fragiles. François Hollande a salué ce soir ses décisions. Super Mario a peut-être mérité son surnom aujourd'hui, mais les conditions fixées sont si sévères qu'elles risquent de décourager l'Italie ou encore l'Espagne. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Dans le huis clos de la salle du Conseil de la Banque Centrale Européenne, les gouverneurs ont fait un pas vers les pays qui peinent à retrouver la confiance des marchés. En proposant de racheter sans limite la dette d'État en difficulté, la BCE se pose en protectrice de la zone euro. Nous ferons tout notre possible, dans le cadre de notre mandat, pour avoir une politique monétaire unique dans la zone euro et pour maintenir la stabilité des prix et aussi pour préserver l'euro. Mario Draghi s'implique pour soutenir des États comme l'Espagne ou l'Italie, mais pas à n'importe quel prix. Des contreparties seront exigées. Pour bénéficier de ce plan, les pays devront formuler une demande d'aide auprès des fonds de secours européens, ce qui implique un durcissement des contraintes budgétaires. Pour les observateurs, ce geste de la BCE devrait avoir un effet positif. Normalement, ça doit calmer les marchés, ça doit permettre une baisse
sensible des taux d'intérêt sur des échéances courtes, sur des échéances longues, hein, puisqu'il apparaît qu'il y a de nouveau, si on peut dire, un capitaine dans le bateau. Résultat immédiat, les taux d'emprunt de l'Italie et de l'Espagne se sont détendus dès l'annonce de la BCE et les bourses européennes ont bondi, le CAC 40 clôturant avec plus de 3% de hausse. Et nos invités ce soir, invités politiques et interviews à suivre avec le député européen, Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Sonia. Est-ce qu'on peut dire de Mario Draghi, Jean-Louis, que c'est Super Mario? Ou plus sérieusement, est-ce que les annonces sont à la hauteur des attentes? Les attentes sont tellement nombreuses que Super Mario n'aurait été incapable de répondre à toutes. Ce qu'il nous a dit aujourd'hui, c'est dans le cadre de son mandat, la Banque Centrale Européenne achètera des dettes publiques sans limite. Il l'avait déjà laissé entendre au mois de juillet dernier à Londres, mais il l'a confirmé aujourd'hui. Alors ça veut dire que lorsqu'un État, un pays de la zone euro, verra s'effriter la confiance des marchés vis-à-vis de sa dette publique, ce qui provoque évidemment une montée de ses taux d'intérêt, la Banque Centrale Européenne répondra présent et elle achètera ses dettes afin de décompresser, d'assouplir un petit peu l'atmosphère. C'est ça qu'il a dit. Alors il n'a pas dit à quel niveau de taux d'intérêt il allait acheter, il n'a pas dit quelle quantité il allait acheter, il dit j'achèterai sans limite, sans donner évidemment où se trouvent les limites. Et évidemment, comme cela vient d'être dit, il y aura des contreparties extrêmement dures, puisque le pays devra avoir signé un accord avec le fameux Fonds européen de stabilité, ce qui signifie des mesures budgétaires absolument drastiques. Alors je vous ai dit que c'est une confirmation, car effectivement il avait déjà au mois de juillet dernier dit laisser entendre, il l'a même dit hier au Parlement européen devant la Commission des finances, je ne sais pas si c'est exactement le nom, et que la commission économique, il avait laissé entendre qu'il achèterait des dettes de 1 à 3 ans. Or, ça a un impact immédiat, puisque si vous regardez l'Espagne, qui aujourd'hui a emprunté 3,5 milliards d'euros à 2 ans, il y a, au mois de juillet, elle a dû payer 4,7%, et rien que le fait que Draghi, en juillet, a dit je laissais entendre qu'il pourrait acheter, les taux d'intérêt n'ont pas, puisque aujourd'hui, racheté également 3,5 milliards, ils n'ont payé que 2,7%. Donc c'est un effet. Or, ça aura un effet sur la France, puisqu'une baisse des taux d'intérêt sur la France de 1%, c'est 2 milliards d'euros de gagner pour le budget de l'État. Ce qu'on veut savoir, est-ce que ça aura un effet sur la croissance qui est atone dans la zone euro? C'est ça le problème. Alors ça, c'est justement, vous dites, à la hauteur des attentes. Draghi, c'est pas la croissance, c'est la croissance de manière un petit peu marginale. Lui, c'est l'euro, il n'a pas cessé de répéter cela. Et effectivement, dans le cadre de son mandat, il défend l'euro par cette mesure qu'il a annoncée aujourd'hui. Et effectivement, les perspectives de croissance sont très mauvaises. L'OCDE vient de publier les perspectives pour 2012 pour la France. Nous serons à 0,1%, ça ne sera même pas les 0,3% prévus actuellement pour le gouvernement. Et parti sur cette base, il est impossible d'arriver au 1,2% pour 2013 que prévoit le gouvernement. Alors si la baisse des taux d'intérêt de 1% donne 2 milliards d'économies au budget, perdre 1% de croissance, ça nous fait perdre 10 milliards au budget. Donc effectivement, Mario Draghi ne pouvait pas répondre à toutes les attentes. Non, pas à toutes, mais quand même Yannick Jadot. Est-ce que la mission accomplie, à court terme en tous les cas, elle est accomplie justement, la mission ce soir, de la part de Mario Draghi? Oui, c'est une bonne nouvelle. Ce que fait Mario Draghi va dans le sens d'un renforcement de l'intervention européenne pour protéger les pays face au marché. La difficulté, c'est qu'il se substitue aujourd'hui à l'indécision des États. Ce qu'il faudrait faire, tout le monde le sait, il faut mutualiser les dettes. C'est ça qui protégera sérieusement les pays. Et puis, comme ça a été mentionné, on est dans une logique toujours de plus d'austérité. Malheureusement, aujourd'hui, ajouter de l'austérité à l'austérité, ça crée de la récession et ça ne met certainement pas les pays en situation de se sortir de leur crise. Alors, vous l'avez mentionné, il faut un plan de relance. Il va falloir que la France ait des propositions très fortes sur ce sujet-là, sur le bâtiment, sur les énergies renouvelables, sur la mobilité. Ça va aider les Français dans leur quotidien, mais il faut aussi que la France, qui va faire face à, sinon une récession, en tout cas une croissance nulle,
avance certes vers une certaine rigueur budgétaire, mais clairement, que l'enjeu des 3%, moi ce que je demande aujourd'hui... Est-ce qu'il faut abandonner cette promesse, cette exigence des 3%? Oui, non, c'est absolument indispensable aujourd'hui, vu le niveau de croissance de ce pays, aller vers les 3%. C'est une promesse de François Hollande. Oui, je sais qu'il a été élu essentiellement là-dessus. Donc c'est un chemin politique très difficile pour lui. Vous conseillez un premier renoncement au reniement ? On va voter dans ce pays le traité fiscal. Ce traité fiscal est beaucoup plus souple que les critères de Maastricht, puisque dans le traité fiscal, on parle de déficit structurel. C'est-à-dire qu'en période de crise, on a le droit de faire plus. Là, on est sur 3% l'année prochaine. On ne pourra pas le faire à moins d'orchestrer une telle austérité dans ce pays que ça ira complètement, pour le coup, à l'envers d'une des promesses du candidat Hollande, qui est de remettre de la justice sociale. Donc, il y a un deal aussi possible que le président de la République pour proposer à sa majorité, y compris sur cette histoire de paquet européen, allant vers de la discipline budgétaire, mais les 3% en 2013, c'est une erreur grave. Oui, mais c'est ne pas respecter un engagement. Les marchés risquent quand même de réagir, voire de s'affoler. Jean-Louis Gombault, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on peut ne pas respecter ces 3% sans toutefois avoir des réactions en cascade? Le problème, c'est qu'on est enfermé dans une affaire assez compliquée, parce que jamais les marchés, vous n'avez jamais entendu les marchés financiers vous dire qu'il faut arriver à 3%. C'est nous-mêmes qui avons fixé cette barrière. Ce qu'ils demandent, c'est la baisse du déficit. Ce qui est urgent, c'est de faire baisser les déficits. Le chiffre symbolique de 3% qu'on s'est imposé à nous-mêmes me paraît secondaire par rapport à l'importance cruciale simplement de réduire le déficit. Il faut un chemin. Ce qu'attendent les marchés, c'est de la crédibilité et un chemin. La France, si la France arrive à emprunter à des taux qui ne sont pas très élevés, c'est aussi parce que les marchés savent que la France est capable de lever l'impôt. Ce qui est beaucoup plus difficile en Italie et évidemment pas encore plus difficile en Grèce. Donc, de toute façon, il y a une certaine confiance des marchés dans la capacité de la France à rembourser les dettes qui ont déjà été émises. Mais les marchés, ce qu'ils veulent, c'est une économie qui fonctionne. Vous demandez clairement ce soir, vous, d'Europe Écologie Les Verts, d'ailleurs, c'est une position qui est commune à votre parti? Vous savez que la situation évolue très vite, donc on n'a pas une position commune à chaque jour. Simplement, quand vous avez des annonces, encore une fois, qui disent on est dans un risque de récession, vouloir aller vers les 3%, c'est appliquer dans ce pays une politique d'austérité que personne ne pourra supporter. En même temps, le président de la République a ouvert une porte importante au niveau européen, qui est la question de la relance. Le Premier ministre discute avec les écologistes, le président de la République discute avec les écologistes. Parlons de ce traité budgétaire européen qui fait débat chez les écolos. Est-ce que vous le voterez? C'est définitif? Non, moi je ne vote pas, je suis au Parlement européen. Donc, mais est-ce que vous êtes pour que votre parti le vote? Je soutiens l'adoption de ce traité, parce que l'Allemagne, qui met aujourd'hui beaucoup d'argent dans la solidarité, a besoin de ce geste symbolique. Symbolique parce que ce qui est dans le traité, c'est déjà dans la loi européenne. Vous le défendez avec vigueur. Attendez. Pourquoi? Parce que on n'est pas dans l'histoire du TCE. C'est pas un traité qui s'ajoute à l'Europe ou qu'on retire. C'est un processus. Ça a été un des compromis européens. Le compromis européen aujourd'hui, c'est l'équilibre qui est, avec toutes les critiques que j'ai faites sur l'austérité, entre discipline et solidarité. Ce qu'a rajouté Hollande, c'est de la relance. Il faut rajouter de la démocratie. Si le président de la République est prêt à discuter avec les écologistes, avec sa majorité gouvernementale, d'un plan européen pour sortir de la crise et pour relancer... Mais le traité budgétaire européen, c'était connu d'avance. Est-ce que vous pensez que vos camarades écolos vont finir par rentrer dans le rang et le ratifier? Moi, ce que j'espère, c'est que mes camarades écologistes vont, une fois qu'on aura discuté encore un mois, que le président de la République aura pris des initiatives, qu'il aura discuté avec les écologistes d'une feuille de route pour relancer l'Europe, il y ait un paquet investissement écologique, d'investissement vert, sur le logement. Le traité est déjà ficelé. Oui, mais on est dans un processus. Vous comprenez bien pourquoi Hollande et les socialistes acceptent ce traité qu'on a tous critiqué. C'est parce qu'il est une pierre d'une construction, une pierre indispensable, même si elle est mal foutue, même si elle est moche, c'est une pierre indispensable d'une construction avec les Européens. On ne vous a pas entendu avant, quand il fallait aussi renégocier ce traité.
Mais tout le monde était contre. Même le candidat Hollande a dit « Moi, je ne mettrai jamais ce traité dans la Constitution, je le renégocie. » Vous faites partie de la majorité présidentielle, vous avez 2 ministres dans le gouvernement héros. Si vous ne votez pas, je veux dire votre parti oui, vous pensez que vous allez vraiment continuer votre petit bonhomme de chemin dans le gouvernement sans que rien ne change? Je ne dirais pas que jusqu'à aujourd'hui c'est un petit bonhomme de chemin, mais moi je crois que vous avez raison, que si on a voté la confiance au Premier ministre quand il est arrivé, qu'on a voté la loi rectificative sur le budget, qu'on va voter le budget, c'est un engagement de majorité, qu'on va voter la loi d'orientation qui va être mise au vote quasiment en même temps que le traité, qu'on va certainement voter la déclaration que fera le Premier ministre juste avant l'adoption du traité. Je crois qu'il y a un enjeu de cohérence qui serait effectivement de voter le traité. On peut tout à fait légitimement, collectivement, considérer que ce traité est mauvais, qu'il ne faut pas le voter, mais à ce moment-là, je ne vois pas où est notre cohérence de participation gouvernementale. Vous avez raison. Jean-Luc Gombault, sur le traité. Le traité, je trouve que vous avez une vision un petit peu idyllique du traité. Ah non, je l'ai critiqué. Non, oui, mais aujourd'hui, ce soir, lorsque vous dites c'est plus souple que les 3%. Ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que c'est un déficit structurel qui permet, en période de crise d'investir davantage, d'avoir de la sauvegarde ou des filets sociaux et d'intervenir budgétairement. Donc aujourd'hui, y compris, vous avez l'article 3 du traité qui dit en situation exceptionnelle, on sort des clous du traité. Et je crois qu'aujourd'hui, y compris dès le jour où ce traité sera ratifié, on peut tout à fait invoquer la situation exceptionnelle et de dire c'est totalement fou de casser les économies avec une telle rigueur, une telle austérité. Jadot, vous avez reconnu vous-même dans une interview accordée au Figaro il y a quelques jours qu'il y a de nombreux sujets de désaccord, en tous les cas de friction entre vous et les socialistes. On va en parler dans un instant, mais on va les passer en revue avec Jérôme Rabier. Ce devait être une lune de miel gouvernementale, cela ressemble de plus en plus à des disputes conjugales. Les relations entre le PS et ses alliés d'Europe Écologie Les Verts se tendent sur de nombreux sujets, comme le nucléaire, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes près de Nantes, ou encore le traité budgétaire européen. Au PS, certains menacent même les Verts d'une grave crise politique en cas de refus de ratifier ce traité renégocié par François Hollande. Ils doivent comprendre qu'il y a aujourd'hui une responsabilité très particulière pour cette majorité. Et s'ils ne le comprennent pas? Si on ajoute une crise à la crise, je ne suis pas sûr que les Français nous le pardonneront. Mais ce qui agace le plus les écologistes sont certaines déclarations de ministres. Les sorties d'Arnaud Montebourg sur le nucléaire, énergie d'avenir, et celle de Delphine Batho, ministre de l'écologie, favorable à la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, mettent le feu aux poudres. Je pense qu'il est important effectivement que le Premier ministre rappelle certains de ses ministres à l'ordre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des discussions à avoir sur les sujets qui sont des points de friction. Faire partie de la majorité tout en affirmant sa singularité, c'est le nouveau défi d'Europe Écologie Les Verts. C'est un vieux couple maintenant, les socialistes et les écolos. Dispute conjugale, mais il ne faut pas aller jusqu'au divorce. Il y a un risque? Il y a un risque si certaines déclarations devaient devenir la politique de ce gouvernement, devaient devenir les arbitrages qui seront posés en matière de politique énergétique, de politique de transport. Aujourd'hui, moi je crois que ce sont des déclarations isolées, ce sont des déclarations maladroites parce que il va notamment, on va avoir une conférence environnementale dans 10 jours, il va y avoir un grand débat sur l'énergie, donc je pense que la responsabilité d'organiser de manière sereine ce débat est importante. On a des frictions. La culture écologiste n'est pas la culture socialiste. On doit se caler dans ce gouvernement, mais je crois qu'aujourd'hui, ce sont des déclarations maladroites. Qui doit se caler? Vous visez Cécile Duflot? Non. Je crois que vous aviez vu, après les déclarations d'Arnaud Montebourg, le Premier ministre à la télévision, le recadrer. Donc clairement en lui disant je lui ai rappelé l'engagement du président de la République. Donc il y a une feuille de route, il y a un accord autour de cette feuille de route qui crée majorité gouvernementale, majorité parlementaire. Voilà, maintenant on n'a pas besoin de temps en temps peut-être de se dire tiens, j'ai peut-être pas devant le MEDEF la crédibilité que je souhaiterais avoir, donc je vais taper un peu sur les écolos, comme ça va faire sérieux. Je pense que ça n'est pas un comportement responsable au sein d'une majorité. C'est pas taper sur les écolos qu'il a fait au MEDEF.
c'est chercher la confiance des patrons. Parce qu'en réalité, les industriels sont favorables au nucléaire. Du verre partout, c'est tout à fait un peu différent. Non, mais ils sont favorables au nucléaire parce que ça donne une électricité moins chère. Non, donc c'est pas vrai. Non, je suis d'accord. Non, mais on va pas. Vous savez, Arnaud Montebourg, quand il a fait sa campagne dans la primaire, vous regardez encore sur son site, il dit il faut casser le tabou du nucléaire pas cher. C'est faux. Et le nucléaire doit être un horizon dépassable. Moi, ce que je constate, malheureusement, c'est que le MEDEF, qui est un syndicat assez peu représentatif de la diversité des entreprises de ce pays, est un des syndicats les plus conservateurs, les plus ringards d'Europe. Vous avez un syndicat qui a passé son temps à négocier, orchestrer les privilèges des groupes du CAC 40 qui payent quasiment pas d'impôts au détriment des PME et de la dynamique des entreprises de ce pays. Qu'est-ce qu'on a entendu sur le MEDEF? Oui. Mais écoutez, c'est la réalité quand même. Regardez la fiscalité des entreprises, vous doutez bien que c'est une cogestion entre les gouvernements de gauche et de droite et les entreprises et le MEDEF. Vous regardez la structure de fiscalité des entreprises, les entreprises du CAC 40 payent 8% en moyenne, les très petites entreprises payent 33%. On voit où est les intérêts des uns et des autres. Entretien, merci. Je remarque que vous avez un pied dans la majorité et un pied dans l'opposition. Non, pas du tout. Ah non, écoutez, j'ai pas arrêté de défendre l'idée que nous devions assumer la solidarité gouvernementale. Et merci Jean-Louis pour votre analyse. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. François Hollande le promet, il fera toute la lumière sur le drame qui a fait 4 morts en Haute-Savoie. Un massacre d'une extrême sauvagerie selon les enquêteurs. La scène du crime a été découverte hier par un cycliste. 2 hommes et 2 femmes tués par balle ainsi qu'une enfant de 8 ans grièvement blessée. Cette nuit, les enquêteurs ont trouvé vivante à l'intérieur du véhicule une autre fillette âgée de 4 ans. Toutes les pistes sont exploitées, a déclaré ce soir le procureur. Mettre du blanc sur les paquets de cigarettes, un geste symbolique fait aujourd'hui par les buralistes un peu partout en France pour dire non à un projet actuellement étudié par Bruxelles. Il prévoit notamment des paquets de cigarettes sans logo mais avec des Photoshop plus grandes. Voyez derrière moi ce que ça peut donner, un tabac générique où les paquets seront tout blancs. Ce sera une bonne affaire pour les contrefaçons puisque ça sera plus facile à les réaliser. Les buralistes craignent également la hausse de 6% des prix du tabac prévue à l'automne prochain. Jean-Luc Mélenchon l'avait promis, malgré sa défaite aux élections législatives, il reviendrait à Hénin-Beaumont. Et c'est chose faite aujourd'hui, le député européen est reparti au front pour faire campagne, cette fois contre le traité européen, histoire, comme il dit, de donner un coup de main politique aux copains. Vladimir Poutine campe sur ses positions. Le président russe ne se ralliera pas au projet de résolution de l'ONU pour régler le conflit syrien. Dans une interview accordée à une télévision russe, il propose même aux Occidentaux de revoir leur position. Quand vous demandez à votre coiffeur de changer de tête, en général, c'est une image. Le coiffeur de François Hollande, lui, prend cette demande au pied de la lettre, peut-être parce que, comme beaucoup d'observateurs, il souhaiterait qu'il soit un peu plus actif, comme son prédécesseur, Nicolas Sarkozy. La dernière page du 22h dans un instant, la chronique politique de Stéphane Rosès. Nous parlerons de l'intervention télévisée à venir de François Hollande, c'est ce dimanche. Y aura-t-il de nouvelles annonces ou bien la mise en perspective de son action? Nous verrons tout ça dans un instant. En tous les cas, une chose est sûre, il y a une accélération. C'est le cas par exemple de la session parlementaire qui démarre plus tôt que prévu. Calendrier bousculé donc, et ça ne fait pas que des heureux. Nathalie Guilloire. Un Sénat de gauche trop pressé, c'est en tout cas ce que lui reprochent les sénateurs UMP et leur chef de file Jean-Claude Gaudin. Ils jugent insuffisant le temps qu'il leur est laissé pour se préparer au premier texte examiné au Sénat, notamment le projet de loi sur le logement. On dit, voilà, vous réunissez la commission concernée le mardi matin et c'est en séance plénière le mardi après-midi. La règle, c'est 15 jours. 15 jours de travail pour une commission, de manière à ce qu'elle puisse réfléchir, débattre, auditionner si elle le souhaite et faire un rapport écrit. Et là, on nous explique que, non, c'est 2 heures. C'est pas 2 semaines, c'est 2 heures. Le groupe UMP pourrait demander un renvoi en commission. Pour les socialistes, s'attacher ainsi à la procédure est avant tout une manière d'éviter le débat de fond. Je m'étonne qu'il ne traite que de la forme en répondant sur ce ton, comme si finalement
ils n'osaient pas dire ouvertement ce qu'est la réaction, c'est-à-dire qu'ils sont opposés à ce texte et qu'ils préfèrent protéger ceux de leurs amis qui préfèrent payer des pénalités que d'accueillir des pauvres dans des logements HLM dans leur commune. C'est le 11 septembre que débutera l'examen de ce projet de loi au Sénat en ouverture de la session extraordinaire. Il sera étudié en procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il passera une fois devant chaque chambre au lieu de 2. Et j'accueille pour le décryptage politique Stéphane Rosès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de CAP, Conseil, Analyse et Perspective. Et je précise qu'on vous retrouvera désormais dans le 22h avec plaisir tous les jeudis pour analyser l'actualité de la semaine et se projeter dans les prochains jours. Justement, à venir, c'est une intervention télévisée de François Hollande. Ce dimanche, après le discours de Châlons en Champagne, à quoi peut-on s'attendre ce dimanche ? Eh bien, très certainement à une reprise en main par François Hollande, car en cette rentrée, si les sondages ont été à ce point à la baisse, ce n'est pas seulement parce que la conjoncture économique est plus compliquée. Les plans sociaux, le cap attendu franchi des 3 millions de chômeurs, le prix de l'essence, c'est sans doute parce que le président, dès son élection, n'aura sans doute pas suffisamment fait récit de ce sur quoi il avait été élu. Il n'a pas été élu sur le chômage et le pouvoir d'achat. D'ailleurs, les Français indiquaient que la gauche ne ferait pas mieux en la matière. Il a été élu sur une seule chose, la raison pour laquelle les Français se sont précipités aux urnes, c'est qu'ils disaient on peut redresser le pays sans que le pays renonce à ce qu'il est, en le rassemblant dans la justice. Et c'est ce récit du redressement qui a été un tout petit peu oublié par le président, de sorte qu'y compris les commentaires journalistiques de vos confrères se sont faits comme si cette rentrée était une rentrée habituelle, avec des factures qui augmentent, une situation de vie plus difficile. Alors, effectivement, dans son discours, le président de la République a recadré les choses. Il a repris en main les choses. Il a plus clairement défini quel était le cap et très certainement qu'à TF1, il va décliner cet élément car le sujet pour les Français n'est pas tant de se dire que la situation va être difficile, ils le savent. Le sujet est-ce que nous sommes véritablement dans un redressement du pays? Est-ce que les efforts qu'on nous demande sont des efforts efficaces? Est-ce qu'ils sont pérennes? Et est-ce qu'il y a et quelle est la cohérence entre ce qui se passe au plan européen et que fait le président et la question du redressement intérieur? Donc c'est véritablement à la fois sans doute une attente des Français en termes de récit, de cohérence de l'action. Où va-t-on? On comprend que la situation est difficile et qu'il peut y avoir des emmerdés, mais la question c'est où va-t-on? Et le président a commencé à préciser un certain nombre de choses dans son discours, notamment sur les questions de compétitivité, sur l'articulation entre la crise extérieure et le redressement. Et à TF1, il s'agira sans doute d'illustrer un tout petit peu ce propos. Alors Stéphane, on va regarder des extraits d'une interview à paraître, ce sera demain dans le Figaro, c'est celle de François Fillon. À la question qu'on lui pose, qu'avez-vous envie de dire à François Hollande? Avant justement son intervention de dimanche, l'ancien Premier ministre répond « Devenez le chef de l'État ». Est-ce que c'est le genre de critique qui peut toucher, faire mal ou faire mouche dans l'opinion? Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Ce que les Français reprochaient à Nicolas Sarkozy, ce n'était pas le fait que le pouvoir soit à l'Élysée, c'est que pour une majorité de Français, il a été mal utilisé, voire détourné, voire un rabaissement de la fonction à la personne. Et donc le sujet pour François Hollande n'est pas, une fois qu'on a dit qu'à juste titre, il redonne ses prérogatives au Premier ministre, qui n'est pas un simple exécutant, comme les termes qu'utilisait Nicolas Sarkozy à l'égard de François Fillon. Mais pour autant, le seul lien qui tient ensemble les Français, c'est le président de la République. Et donc, il ne peut pas sembler, derrière le concept de présidence normale, banaliser la fonction. C'est lui qui donne. C'est la Ve République, c'est la vraie Ve République. C'est la Ve République, surtout qu'en 2006, François ne voit plus l'Europe comme la France en grand et que donc il renationalise ce qui nous tient ensemble et ça se trouve à l'Élysée et ça veut dire qu'effectivement il y a une cohérence entre le fond et la forme. Le président sur le fond a réinfléchi les choses la semaine dernière. À TF1, il faudra justement qu'il ne soit pas seulement un commentateur de l'actualité, mais qu'il trouve les formes pour indiquer qu'il est au-dessus de l'actualité des Français. Il n'est pas seulement à répondre à des questions de journalistes. Dimanche. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Rosès. On se retrouve jeudi. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très belle soirée sur Public Sénat.
On a atterri ici, puis ça m'a plu. Je dis à ma femme, l'endroit est pas mal, ça ressemble un petit peu à la Tunisie. On a l'impression d'être dans un jardin au bord de la mer. C'est comme si j'allais à Paris et avec toutes les cités, ça me fait le même effet. Je pense que les personnes qui ont créé ça, ils ont voulu faire passer un message. Cette saloperie vous est offerte par la mission du littoral. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une passe qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Depuis toujours, j'entends les pires horreurs sur la Grande Motte. Elle serait l'exemple même de la folie des hommes. Comment a-t-on pu bétonner et massacrer le littoral? Et qui peut accepter de passer ses vacances ici, dans cette sorte de Sarcelles-sur-Mer? C'est vrai que vu d'ici, on peut se demander si tout ce béton n'est pas le résultat du cerveau dévoyé de promoteurs sans scrupules. Et pourtant c'est l'État, oui, l'État, qui a décidé un jour de faire le bonheur des vacanciers et de construire cette cité balnéaire. Et aujourd'hui, il n'y a pas que des vacanciers à la Grande Motte. On vit ici toute l'année. Vous ne trouverez pas seulement les stores tirés de résidences secondaires et des retraités qui font des compètes de lunettes de soleil. Vous croiserez aussi des jeunes avec des mèches qui traînent à la sortie du lycée, des écoliers qui apprennent à faire des divisions, 14 médecins généralistes, un otorino et un psy, au cas où l'architecture vous donnerait du vague à l'âme. Bref, aujourd'hui, il y a une vraie vie, une vraie ville. Sous le béton, la Grande Motte. Alors j'ai voulu aller les voir de plus près, ces 8000 habitants qui vivent dans les vêtements trop grands d'une station construite pour 100 000 vacanciers, construite pour ouvrir l'été et fermer l'hiver. Leur demander ce qui s'était passé ici dans les années 60 et comment on avait pu en arriver là, et aussi ce qu'ils lui trouvent à la Grande Motte. Car il y en a eu des débats, des polémiques, des gens désespérés face au béton, comme Jannick Sassoun, qui vit ici maintenant mais qui venait déjà adolescente avant que tout ne démarre. On a du mal à imaginer ce qu'il y avait à l'époque, au début des années 60. Il n'y avait pas tous ces arbres, il n'y avait pas tous ces parcs, il y avait une bande de terre plutôt marécageuse. L'enfant du pays. Avec des longues plages de sable fin qui étaient bordées de très hautes dunes et très belles dunes, et chevelées d'oya. À pied, je partais du rivage, je me baignais et puis j'allais voir les oiseaux, les flamants roses, les échassiers, les ragondins au bord du canal. Donc c'était la petite Camargue, il y avait une très belle végétation. Du jour au lendemain, on a vu arriver des engins de génie civil qui ont commencé à éventrer, à creuser, à labourer ce sol. Et pour nous, c'était quelque chose d'effrayant. Et je peux dire que on avait quand même une certaine rage parce qu'on avait l'impression que ça se faisait un petit peu sans nous demander notre